Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une bonne année et ce que je vous souhaite n'est ni plus ni moins que d'avoir des émotions horlogères. Et à propos d'émotions, je vais vous parler de mes quelques acquisitions de 2022. On commence avec une acquisition assez récente puisqu'il y a quelques semaines, j'ai acheté une Omega Vintage Cadran TV. Alors je l'avais mise sur mon radar sur Chrono 24 et puis quand j'ai remarqué qu'en fait c'était Gaëtan Lana qui la vendait et qu'il était à quelques stations de métro de là où j'habite, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir. Alors pourquoi est-ce que cette montre m'a tapé dans l'œil? On a un bracelet intégré, on a un cadran fumé, moi je trouve ça absolument magnifique. Mais enfin, les bracelets intégrés, il y en a partout maintenant. On en voit chez Belleros, chez Tissot, on en voit aussi chez Tudor. Mais je dirais que le fait d'avoir une vintage, ça me parlait un peu plus. Alors après ça, pourquoi ce modèle-là? Eh bien, j'ai mis un peu de temps à remarquer pourquoi est-ce que ce modèle avait été mis en favori. C'est parce qu'elle a un cadran fumé et je trouve ça vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai payé 1250 € et quand on regarde un petit peu pour ce genre de modèle, eh bien, ça tourne plutôt aux alentours des 800-900 €. Mais si on recherche vraiment un cadran fumé, eh bien là, les prix, ça commence à monter un petit peu plus. Donc voilà, c'est tout naturellement que j'ai été la voir chez Gaëtan. Et puis la suite, on la connaît. Du coup, je l'ai acheté. Alors, depuis que je l'ai acheté, en fait, c'est une montre que je porte beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est une lune de miel ou c'est parce qu'elle est vraiment confortable, parce que je la trouve légitime, je la trouve belle? En fait, elle a un profil assez fin, elle n'est pas très épaisse. Elle a les flancs qui sont complètement brossés et on a aussi une boucle avec des côtés brossés. Voilà, donc tout ça, eh bien, ça la rend quand même assez moderne, je trouve. Au point de vue des pures spécifications techniques, je ne vais pas m'étendre longtemps, mais en gros, il faut savoir que c'est date rapide, mouvement stop seconde, remontage manuel. Et voilà, sur le poignet, elle passe bien. C'est le principal. Je suis vraiment content avec cette montre. La deuxième montre que je me suis achetée cette année, eh bien, c'est la Omega Moonswatch. Alors, on en a déjà évidemment tous entendu parler. Elle a été critiquée de fond en comble, y compris sur cette chaîne, mais je vous devais encore l'explication de pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Eh bien, tout simplement parce que c'est un objet qui appartient désormais à la culture pop, qui rappelle évidemment l'Omega Speedmaster. J'ai aussi une Omega Speedmaster, donc pour moi ça faisait un petit peu la compagnon idéale et surtout un compagnon qu'on peut porter en été, alors que voilà, en été on a une Speedmaster qui va pouvoir être un petit peu plus lourde à porter. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas été acheter un modèle rouge ou jaune ou que sais-je, quelque chose qui flash un peu? Parce que c'était ça un peu le but, c'était de s'offrir quelque chose qui soit un peu sur le côté, ou plutôt c'était ça que Omega proposait selon moi, c'était d'offrir quelque chose d'un petit peu plus coloré que la Speed. Mais en fait, il faut savoir que moi j'ai une peau de blond, une peau assez blanche, et que les couleurs vives, c'est vraiment pas mon truc. Et ici, ce que j'adore, depuis que je l'ai acheté, c'est que cette alliance de couleurs entre le bordeaux, le blanc cassé et le gris, eh bien, c'est tout à fait inédit. C'est tout à fait... voilà, j'avais jamais vu ça dans aucune montre. Eh bien, cet alliage de couleurs, en fait, il fonctionne très très bien au poignet. Alors, une autre acquisition que j'ai faite cette année, eh bien, c'est le livre Invest in Watches qui a été écrit et sorti cette année par mon ami Marc Montagne. Et donc, ce que j'adore dans ce bouquin, eh bien, c'est qu'il m'a ouvert les yeux sur eh bien, les questions et les considérations que peuvent avoir les collectionneurs. Et ce que j'adore, c'est qu'on n'est pas dans des geekeries. Ils nous enfument pas avec les Rolex qui ont des dates roulettes ou le 6 écrit je ne sais pas comment, ou des E qui sont un peu plus longs sur des Speedmasters. C'est pas du tout ça. Ici, on est vraiment sur les attributs de certaines montres qui font qu'elles vont être on va dire recherchées par les collectionneurs. Donc on est vraiment au niveau des motivations et de l'histoire et pas au niveau des geekeries, avec parfois certaines petites histoires un peu croustillantes. Par exemple, j'ignorais que la Rolex D-Date avait été produite à 5 exemplaires, ou à peu de choses près, dans un tout petit nombre d'exemplaires, en acier tout simplement. Je ne pensais même pas que ça existait, je pensais que c'était uniquement des métaux précieux. Donc c'est un livre que je prends beaucoup de plaisir à lire et qui se lit vraiment comme si quelqu'un nous expliquait un petit peu une histoire. On n'est pas du tout sur... c'est un livre en anglais, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de pompeux. Vraiment, ça se lit dans le bus même, c'est très très facile. Je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent aller voir les reviews sur Amazon et peut-être même
déjà l'acheter. La quatrième acquisition cette année, eh bien, c'est le fameux réveil de Seiko, un réveil qu'on va pouvoir trouver sur la table de nuit de plusieurs youtubeurs à mon avis, et dont maintenant la mienne désormais. Selon moi, ce réveil symbolise la rivalité qui existe entre Seiko et Omega, ou plutôt entre le Japon et la Suisse dans les années 60. Donc pour vous faire une petite, voilà, un bref historique, en fait, on est dans les années, on est en 1964 et il y a les Jeux Olympiques au Japon et c'est Seiko qui est sélectionné. Voilà, je pense que ils ont eu raison de sélectionner Seiko puisque Seiko était vraiment une marque qui grandissait, D'ailleurs, ils ont mis des centaines de personnes sur l'événement. Mais dans les années 60, il y avait déjà le quartz qui arrivait et il ne faut pas oublier que c'est en 1968, donc 4 années plus tard, que le concours de chronométrie a été tout bonnement annulé par les Suisses. Et donc, ben voilà, quand on est un petit peu dans cette période-là, on s'aperçoit qu'il y avait une grande rivalité, qu'il y avait un petit peu des coups bas à gauche, à droite, et surtout qu'on a ce design jaune et noir qui, pour moi, ben du coup, symbolise un petit peu cette rivalité. Alors du reste, Seiko n'a pas fait que les Jeux Olympiques en 1964, puisque depuis lors, eh bien, ils font du judo, de l'athlétisme de façon assez régulière, mais on a toujours ce design iconique, ces couleurs iconiques qui ont pris source à l'époque. Alors d'ailleurs aussi, autre clin d'œil à Omega, décidément on parle de Omega sur ces 3 acquisitions ici, eh bien, sur leur site web on peut voir qu'ils ne disent pas qu'ils font les Jeux Olympiques depuis 1920 et quelques. Il est marqué par contre qu'ils ont plus de 30 apparitions aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ils sont honnêtes sur toute la ligne, mais c'est le genre de rivalité qui me passionne et je dois dire que dans une chambre, alors je ne vais pas vous faire de photos de ma chambre, mais en gros c'est assez dépouillé, voilà, c'est pour dormir, eh bien ça donne assez bien. C'est ici que se terminent les acquisitions de 2022. Dites-moi ce que vous avez acheté en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et puis n'oubliez pas que d'ici quelques semaines, eh bien, je ferai la vidéo sur toute ma collection 2023. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à très vite. Ciao!